Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Logan, série dédiée au monde du numérique. Aujourd'hui, je vais vous poser des questions. Vous avez un site internet ? Bah c'est bien. Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Bravo. Est-ce que cela fonctionne ? À votre goût, non. Pas d'inquiétude. Après avoir écouté ce podcast, vous y verrez beaucoup plus clair. Pourquoi c'est important en 2021 d'être sur Internet ? Bien évidemment, la crise du Covid est une raison valable pour franchir le pas. En 2019, plus d'un tiers des PME n'avaient pas de site Internet. Pour rappel, en Europe, la moyenne était de 22%. On va pas se mentir, les freelances et agences de com, elles ont quand même pas mal poussé durant ces 2 dernières années. Alors, cependant, faire un site ou créer une page sur les réseaux sociaux, c'est pas une fin en soi. Il y a derrière toute une stratégie à réfléchir, à mettre en place, afin de pérenniser sa présence sur Internet, puis surtout générer du lead. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un spécialiste de la stratégie digitale, stratégie numérique, Alain Blaise de la société Projecteur. Ça me tenait à cœur de faire ce genre de podcast avec lui parce qu'on est vraiment au cœur même du numérique, de ce qui m'intéresse et de ce qui me passionne. Et rien de mieux que de parler avec un expert. Donc je pensais que c'était relativement intéressant d'avoir le background de cette personne-là, de savoir comment il en est arrivé là aujourd'hui et quelles compétences il a pu acquérir au long de sa carrière, et il va vous expliquer aussi aujourd'hui comment il accompagne les entreprises. Alain, bonjour. Bonjour Logan. Alors, je suis tout oui avec tout le monde qui nous écoute. Vas-y, décris-nous un petit peu ton parcours, comment on était arrivé à faire de la stratégie digitale aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour à tous. Logan, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je participe à ce podcast sur un sujet qui me passionne, tout autant que toi. Donc, je vais me présenter. Donc, Alain Blaise, j'ai 40 ans, je suis en couple et j'ai 2 enfants. Je suis Vosgien d'origine, en fait. Je suis né à Remiremont. Et comme beaucoup de Vosgiens qui veulent continuer leurs études supérieures, en fait, je suis parti dans une plus grande ville. Donc, d'abord Nancy et après Lille. Donc j'ai fini mes études à Lille avec un master en poche de marketing et d'e-commerce. Master Biloute, hein ? Et ouais. Et en fait, ce master m'a amené, comme souvent en stage, au sein d'une entreprise à l'époque leader de la vente à distance, voire de la vente par correspondance pour les plus anciens, société qu'on appelait La Redoute. Tout le monde a connu le catalogue La Redoute, j'imagine. Donc j'ai démarré en stage là-bas. À l'issue du stage, en fait, j'ai été embauché en tant que salarié. C'était mon premier CDI. Et du coup, j'ai enchaîné quelques années, 6 années passées à La Redoute en marketing. Et c'est vraiment là que j'ai goûté à la stratégie marketing appliqué au business, c'est-à-dire on mesure tout, on fait des tests. Cette démarche de test and learn dont on parle aujourd'hui dans le digital, j'ai vraiment appris ça à La Redoute, avec aussi toutes ces notions de ciblage, marketing, puisque quand on s'appelle La Redoute, qu'on distribue 20 millions de catalogues par an, on avait déjà ce côté CRM, analyse client, je sais pas moi, les clients qui achètent des tailles, des grandes tailles de vêtements, et derrière on peut les cibler sur des offres spécialisées grande taille par exemple. Voilà, donc tout ce qu'on fait un peu aujourd'hui en digital. Donc j'ai continué mon parcours après La Redoute. Je suis parti en agence de communication en tant que directeur de clientèle. Donc j'avais en charge un portefeuille client à développer et j'avais notamment en charge aussi le pôle digital de l'agence, où en fait avec une équipe de 2 personnes on gérait les projets digitaux et web marketing des clients de l'agence, campagne emailing, création de site internet, etc. Toujours dans le Nord, voilà. Donc j'ai ensuite eu plusieurs expériences entrepreneuriales dans le Nord, puisque j'ai eu l'occasion de m'associer avec deux personnes sur une start-up allemande où il fallait créer la filiale française. Donc on a fait ça 1 an et puis ça n'a pas tout à fait fonctionné. Mais c'était ma première vraie expérience entrepreneuriale. Et j'ai goûté déjà à la fibre entrepreneuriale à ce moment-là. Et en fait, j'ai continué. En fait, avec mon frère, on a lancé un blog. Qu'on a eu la chance de revendre. Blog que j'animais, je créais les contenus. Donc ça m'a permis aussi de toucher au rédactionnel,
de voir un peu les impacts sur le trafic, toucher au référencement naturel, voilà. Donc une belle expérience aussi. Et ensuite, en fait, j'en avais un petit peu marre de l'agence et j'avais envie un peu de retrouver chez l'annonceur cette vision un peu plus stratégique. Et j'ai eu l'opportunité en fait de rentrer chez Decathlon, dans le groupe Decathlon, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, sur une filiale qui s'appelle Decathlon Pro. Je suis rentré comme directeur marketing, avec notamment en charge de professionnaliser tout le marketing direct, tout le marketing client, et de développer toute la vente à distance, enfin tout le e-commerce. Voilà, puisque on partait quasiment de zéro sur le e-commerce. Ah bah ça allait être ma question justement. Oui, donc tu as connu la naissance d'un projet dans un grand groupe en partant de zéro sur la digitalisation d'une entreprise. Exactement. Là, on était vraiment au cœur du sujet, puisqu'en fait, Decathlon Pro, c'était quoi? Pour présenter très brièvement, en fait, on vendait du matériel de sport aux professionnels, collectivités, ça pouvait être des gendarmeries, des pompiers, etc. Des écoles notamment. Et en fait, sur ce marché-là, on distribuait nos produits via catalogue. Et la vente se faisait avec des commerciaux terrain et aussi par téléphone avec des devis, etc. Et en fait, moi j'étais en charge de développer tout le e-commerce, donc j'ai monté toute l'équipe, d'abord avec une graphiste, et ensuite on a monté l'équipe pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à être 6 personnes, donc traffic manager, community manager, tous les métiers du digital actuel, CRM, etc. Et voilà. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir accompagner un projet du début jusqu'à la fin, avec une croissance vraiment très forte sur le digital, puisque le web représentait près de 50% des ventes 5 années plus tard, avec un chiffre d'affaires sur le digital de près de 10 millions d'euros. Donc de grosses responsabilités, puisque quand on gère un budget communication de plusieurs centaines de milliers d'euros, pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, ça commence à peser assez lourd. Voilà, donc très belle expérience à la fois de management, de développement d'équipe et puis de développement de business au sein d'une belle boîte. Et ensuite, retour au Bercail. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais dans les Vosges? Eh ben, Vosgien d'origine, et ma femme étant vosgienne également, on a eu envie un peu d'un retour aux sources. Et s'est posé du coup plein de questions, puisque quand ça fait 18 ans qu'on est installé dans une région, changer de région, ça veut dire changer de vie, donc ça a quand même pas mal d'impact, les enfants à l'école, etc. Et puis après, il y a vite la question professionnelle qui se pose, c'est-à-dire dans les Vosges, est-ce que je vais réussir à trouver un poste aussi passionnant que ce que j'ai pu avoir chez Decathlon? Et puis en fait, il y a un projet qui m'a toujours plu, ou un projet que j'ai toujours suivi un peu dans les Vosges, c'était l'entreprise Moustache Bikes, donc qui vend des vélos électriques, qui assemble dans les Vosges, et étant passionné de sport et passionné de vélo, voilà, c'est une entreprise que j'ai toujours un peu guettée de loin, et là du coup j'ai pris un peu les devants, j'ai écrit aux 2 fondateurs, Greg et Manu, en leur parlant de mon projet, puis ils m'ont donné la chance, il y avait une opportunité chez eux sur le digital et sur un projet web, et j'ai profité de cette opportunité en fait pour me lancer, et on a profité de cette opportunité aussi du coup pour rentrer dans les Vosges. Voilà. Donc retour aux sources. Nouveau projet avec Moustache Bike. Voilà, nouveau projet chez Moustache avec qui me permettait de rester dans le digital et à la fois de toucher aussi au monde du vélo, que je connaissais plus par pratiquant, par passion, et voilà, mais un peu moins sur l'envers du décor. Et voilà, donc j'étais sur une mission de 18 mois bien précise, avec un début et une fin. Donc voilà, j'ai rempli ma mission, et j'avais ensuite, j'ai toujours envie d'entreprendre, ce que je faisais déjà en parallèle. Et en fait, voilà, je me suis dit, c'est le bon moment, je peux me lancer. Je crée ma société de conseil, voilà. Je m'installe comme consultant, j'appelle ça Projecteur. Alors pourquoi Projecteur? Je vais essayer de vous l'expliquer en 2 mots. Ah si tu m'enlèves les questions de la bouche maintenant. Je vais te laisser poser la question. Si, pourquoi tu Projecteur? Tu montage comme ça. Alors voilà, donc j'ai créé Projecteur en 2019, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et j'ai choisi le nom Projecteur en fait parce que derrière le mot projecteur il y avait ce côté apporter un éclairage,
apporter une lumière dans les zones d'ombre, les zones un peu floues. Et je trouve que le digital, ça peut être un monde très flou pour beaucoup de gens. Quand on n'est pas né dedans, quand on n'a pas l'occasion de savoir un peu tout ce qu'il y a derrière. Il y a à la fois beaucoup de techniques, à la fois beaucoup d'aspects marketing avec les réseaux sociaux, avec des outils, c'est beaucoup d'outils. Beaucoup d'aspects un peu techniques, et je me suis dit, voilà, Projecteur, l'objectif de Projecteur, c'est de guider un peu le chef d'entreprise, qui n'est pas forcément toujours aguerri à ces outils-là, de pouvoir les accompagner dans leur stratégie digitale, leur envie de changement, leur envie de digitaliser leur entreprise. Et en fait, le constat aussi que je faisais, c'est que souvent le digital était un peu un mal nécessaire dans les entreprises. C'est-à-dire que il faut être présent. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, faut avoir son site internet comme un peu tout le monde. Et puis derrière, pourquoi faire Voilà, c'était un peu ce côté mal nécessaire qui moi me posait un problème, et j'avais plutôt envie de le transformer en c'est plus un mal nécessaire, mais on en fait un vrai enjeu business. On essaie de faire en sorte que le site internet soit un levier de croissance pour l'entreprise. Voilà, c'était ça l'idée. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler, après je pense que ceux qui nous écoutent sont quand même assez au courant de ça, mais il y a eu cette espèce d'âge d'or du site internet où on en trouvait un peu à tous les prix. Le but, c'était d'avoir son site. Alors, il y avait le cousin qui le faisait pour 300 €. Il y avait des entreprises qui, pour un petit site vitrine, prenaient 5000 €. Mais au final, c'était des sites où on était dans une dynamique de il faut un site, on fait un site, mais on n'avait pas derrière toute la dynamique qui permettait de ramener justement du monde sur ce site et qui donnait au site un réel intérêt. Et donc justement, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle je voulais te faire venir, c'est pour pouvoir sensibiliser. Donc comme tu dis, avant c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, maintenant, on n'est plus du tout dans la même dynamique, on n'est plus du tout dans la même mentalité, ni le même besoin. D'ailleurs, on a vu là avec le Covid l'explosion de ventes par Internet. On a vu aussi l'explosion des e-market, comment on appelle ça, des marketplaces aussi. Dont un qui a été fait ici sur Épinal, même plusieurs d'ailleurs sur Épinal, qui à la base étaient destinés aux restaurants et qui ensuite se sont élargis pour différents commerces. Donc voilà, le site internet, c'est un mal nécessaire, mais tout seul, ça sert à rien, entre guillemets. Oui, et je pense qu'il y a eu un vrai changement avec le Covid aussi, c'est que on n'oppose plus non plus deux mondes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un peu le commerce de proximité, et la vente en ligne. Et aujourd'hui, ceux qui marchaient sur deux jambes ont été bien contents, parce qu'une fois le magasin fermé, ils étaient bien contents de pouvoir vendre en ligne. Voilà, donc moi j'aime bien appeler ça le commerce à distance. Il y a le commerce de proximité, mais il y a le commerce à distance, et c'est le commerce à distance qui a pris le relais, puisqu'on ne pouvait plus être en proximité. Et je pense qu'on a gagné 10 ans, c'est un peu ce qu'on dit, on a gagné 10 ans avec le digital, enfin avec le Covid, sur le digital. Le numérique, pardon. Oui, on y reviendra. On n'ouvre pas la parenthèse tout de suite. On y reviendra. Non mais voilà, le Covid a accéléré ça, rien de nouveau, tout le monde en parle, c'est une évidence, et voilà. Après, il y a une réflexion que je me faisais, et du coup, je me demandais ce que tu en pensais, de me dire aussi, il y a les algorithmes, on va y venir après sur l'optimisation des sites, etc. Il y a des algorithmes, donc celui qui est toujours référent, bien évidemment, c'est l'algorithme Google, qui maintenant, depuis quelques années, a vraiment mis le curseur sur le contenu. Le contenu, c'est-à-dire que vous allez sur une page, il faut que derrière, l'information que vous recherchez soit qualitative, plutôt que quantitative et pas forcément correspondante à ce que vous avez besoin. Et je me posais la question, les gens aujourd'hui, s'ils vont dans le commerce, c'est pour l'aspect humain, ça on est d'accord. Le conseil, on dit toujours, si t'achètes sur Internet, t'as pas le conseil. Et je me demandais si le fait que ces nouveaux algorithmes depuis quelques années imposent dans les sites d'avoir une certaine pertinence, un certain accompagnement, bien que ce soit de l'écrit, ou voir les bots, ou toute cette expérience utilisateur nouvelle, est-ce que justement ça ne favorise pas le fait d'acheter plus sur Internet, parce que de toute façon, même si on n'a plus l'humain avec la personne qui nous parle directement, on a cet aspect accompagnement, pertinence qui est imposé par l'algorithme? C'est une bonne question. Mais c'est vrai en fait. Je me posais la question cet après-midi. J'étais en train de discuter avec les filles de ça, avec mes stagiaires. Là, j'étais en train de discuter de ça. Et puis je disais, putain, mais les filles, en fait, les gens, ils me disaient toujours, je vais pas sur Internet, j'ai besoin de conseils. Mais maintenant, moi, je vois sur Amazon,
Si je prends l'exemple d'Amazon, par exemple, tu veux savoir si le produit il est bien ou pas, tu lis les avis. C'est une forme de conseil. Ouais. T'as le descriptif qui te dit, voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et si tu regardes bien dans Amazon, il y a t'as trois catégories. T'as la description du produit, où t'as les photos, les explications, machin, tout ça. Et avant les avis, t'as un espèce de truc question-réponse. Où les gens posent des questions en mode tiens, la carte SD, est-ce que on peut filmer en 4K, est-ce que ça enregistre dessus? Et le mec qui dit ouais, j'ai testé, moi ça marche. Un autre qui dit alors oui, mais pas la 8K. Et en fait, rien que ça, c'est le côté humain qui te manquait en fait dans un magasin, quoi. Ça me fait rebondir sur une chose, c'est que le magasin, le concept, enfin la vente reposait beaucoup sur le vendeur justement, mais le vendeur par défaut il est pas neutre, c'est-à-dire que le vendeur lui, il est là pour entre guillemets prendre son discours de vente et trouver les bons arguments et faire sa vente à tout prix. Voilà. Et il y a des très bons commerciaux, il y en a des moins bons, voilà. Mais par contre, c'était toujours le vendeur qui justement qui n'est pas neutre, qui poussait ses arguments, alors que, comme tu disais, les avis clients, c'est une toute autre démarche, puisqu'en fait, c'est les avis de pairs, donc d'autres personnes qui ont déjà vécu une expérience avec le produit, donc ça a beaucoup plus de valeur aujourd'hui aux yeux d'un acheteur ou d'un futur acheteur, d'avoir ces avis-là, que finalement avoir le discours du commercial. Et sur Internet, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la fiche produit, c'est très bien, mais on sait que c'est du descriptif un peu commercial, et les avis clients, eux, ils apportent une preuve, entre guillemets. Voilà, même si on sait que ça peut être un peu faussé, les avis clients, mais... Bien évidemment, après, il y a certains badges, on parlait d'Amazon, pour pas le citer, eux, ils ont des badges achats vérifiés. J'ai plutôt tendance à croire quelqu'un qui a acheté le produit, qui dit c'est bien, c'est pas bien, plutôt qu'un, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, un Cdiscount, par exemple, t'as des avis, ou pire, AliExpress, où là, t'as des avis à foison, mais en fait tu sais pas, est-ce que c'est un bot, est-ce que c'est quelqu'un derrière, est-ce qu'il a acheté, est-ce qu'il a pas acheté, enfin... Tu parles d'une notion qui est hyper importante, c'est la confiance, et il y a la confiance qu'on peut avoir derrière les avis, et du coup derrière le commerçant lui-même, puisque est-ce que le commerçant cherche à tricher avec des faux avis, et du coup tous ces outils d'avis vérifiés qui sont des tiers de confiance, qui sont censés justement garantir cette confiance, et c'est pour ça qu'ils se rémunèrent, ils sont censés garantir cette confiance. Mais je pense que les avis aujourd'hui ont besoin de se réinventer, c'est-à-dire que il y a eu toute cette ère de il faut développer des avis clients, tout le monde en a maintenant, et maintenant il faut un peu passer à autre chose, c'est-à-dire ça va être quoi l'après-avis, quoi. Qu'est-ce qui peut apporter encore une preuve supplémentaire que les avis? Est-ce que c'est des vidéos de démonstration? Est-ce que c'est ce que fait Amazon déjà depuis quelques temps, la communauté des acheteurs qui va répondre aux questions, donc tout ce qui est questions-réponses, j'en reviens un petit peu à une expérience que j'avais vécue chez Decathlon. On avait mis en place sur les produits des questions-réponses, et ça pouvait être soit le chef de produit qui répondait directement à celui qui pose la question, soit un autre acheteur du produit. Et ça, c'est aussi une preuve de confiance, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui peut s'installer entre un ancien acheteur du produit et quelqu'un qui veut l'acquérir. Et ça, je pense que c'est une preuve de confiance supplémentaire, en plus de l'avis. Donc on peut dire aujourd'hui que, parce que pour rappeler le thème donc, du podcast qui est aujourd'hui la stratégie numérique qu'une entreprise entre guillemets doit adopter pour pouvoir être présent, et surtout l'importance d'être présent aujourd'hui sur Internet, le côté e-réputation, parce que c'est ce qui touche la e-réputation, en fait, les avis, que ce soit pour un produit, un service ou une entreprise, reste quand même fondamental. Donc ça, c'est un premier point, la e-réputation. Et je trouve, pour avoir vécu des expériences dans des boîtes qui en avaient rien à faire, ou ne répondaient pas aux avis, ne prenaient même pas la peine de voir s'il y avait des avis, moi je trouvais ça terrible. Là, ma dernière expérience en tant que salarié, c'était donc l'année dernière. On est en 2021, je suis complètement paumé. C'était l'année dernière chez un grossiste en courtage sur Paris, une belle start-up qui avait fait pendant ma présence une levée de 74 millions d'euros de levée de fonds. Voilà, 74 millions d'euros pour se développer. On restait pourtant sur un secteur franco-français, donc pour une boîte qui avait 7 ans, je crois que c'était pas trop mal. Eux, par contre, ils avaient une personne dédiée à ça. Ils avaient une personne dédiée à la e-réputation. Dès que quelqu'un se plaignait, le produit pas top, machin, on a eu un problème, boum.
Alors le produit c'était de la santé, de la prév, des trucs comme ça, bah voilà, remboursement c'est pas bien passé, boum, derrière la personne reprenait contact, etc. Et il y avait cette notion de voilà, on a résolu votre problème, oui, alors on vous invite à modifier votre commentaire, votre note, etc. Et c'était assez impressionnant parce qu'on avait les chiffres chaque semaine, de voir l'évolution de la e-réputation. Bah, je pense que tu touches à un point sensible aussi. Alors je pense qu'il y a aussi plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que tu peux aussi avoir la start-up qui elle est digital native, donc elle embauche tout de suite des spécialistes dans le digital, des réseaux sociaux, du trafic, management, etc. Donc eux vont être très sensibles tout de suite à ça. Une entreprise qui existe depuis, je dis n'importe quoi, 100 ans, qui a un métier traditionnel et qui n'a pas encore fait sa transformation numérique, forcément elle n'a pas intégré tous ces métiers-là, et elle n'est pas encore tout à fait sensible à sa réputation, et pour elle ça influence pas du tout ses ventes, c'est-à-dire que son modèle de vente va rester la plaquette, le commercial, des appels sortants, des appels entrants, etc. Mais le côté vraiment e-réputation, il reste très 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 minoritaire, voire totalement absent. Certes, mais je doute qu'on puisse pérenniser ça avec tous les changements qu'on a depuis maintenant. J'ai l'impression qu'il y a un réel changement qui se fait depuis 5 ans, quoi. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a ce côté différence de culture forcément entre une start-up et une entreprise qui est pas du tout dans le digital initialement. Donc la transformation digitale, elle va être forcément plus compliquée, puisque là, ça veut dire créer des nouveaux métiers. Il faut aussi avoir au niveau du management, au niveau de l'accompagnement du chef d'entreprise déjà d'une part, et du top management, il faut qu'il y ait cette volonté, et puis il faut se former, et puis voilà, faut avoir envie de transmettre tout ça auprès des équipes. Donc il y a du changement à opérer, et ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Donc là, oui, pardon, excuse-moi. Voilà, et moi c'est dans cette dynamique-là que je me pose en fait, et que Projecteur se pose, c'est-à-dire moi je me positionne un peu comme le bras droit digital du patron. Moi je travaille pour lui, pour l'aider à faire cette transition numérique. Mais je me positionne pas du tout d'un point de vue technique, c'est-à-dire que là où un développeur va apporter des compétences techniques, quelqu'un dans le SEO va apporter ses compétences en référencement, j'essaie moi d'arriver déjà avec une brique un peu conseil stratégique, et voilà, et le reste suivra. Mais tant qu'on n'a pas posé la stratégie, comment je veux transformer mon entreprise, quel type de site demain je dois créer, est-ce que je fais du e-commerce, pas du e-commerce, voilà, il y a 1000 questions qu'on peut se poser, quoi. Et pour en venir aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux aujourd'hui c'est encore pour beaucoup un mal nécessaire, un peu comme le web l'était il y a 10 ans. Il faut être sur Facebook, est-ce qu'il faut être sur Instagram? Ça c'est une question qu'on entend tout le temps. Alors oui, je crée mon compte, je l'anime pas, mais je crée mon compte, je réserve mon compte. Et Facebook c'est un peu pareil, le nombre de pages Facebook, il y a moins de 100 followers, enfin il y en a plein quoi, dans les entreprises. Donc, Et maintenant les tendances TikTok aussi qui arrivent. En plus. Donc avant, qui sont en plus des modes de fonctionnement complètement différents. Facebook s'adresse à une génération de personnes qui touchent pas les mêmes qu'Instagram, qui touchent pas les mêmes que TikTok. Non. C'est pas les mêmes codes, donc on peut même pas faire la même com partout. Enfin, ça demande techniquement, justement, comme tu disais, ça demande quelqu'un qui soit technique, qui soit en veille permanente. Enfin, je sais que moi, à titre perso, je communique pour moi, bien évidemment. Je fais plus de communication ou peu de communication pour des tiers. Même moi, à mon niveau, si je regarde pas tous les jours, je suis largué complet, quoi. Ouais, ça bouge très vite, ouais. Ah, les codes sont incroyables. Ça bouge très vite, et il y a aussi du coup cette tendance à décrocher un peu, c'est dire ça va tellement vite, non, c'est pas pour nous, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'on rate pas un wagon? Est-ce qu'on rate pas un train, quoi? Donc, d'où justement la sensibilisation du podcast d'aujourd'hui si on est dans une dynamique de se faire une transformation digitale, notamment sur sa communication, il faut se forcer, quoi. Il faut se forcer, et ça doit pour moi venir du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise. L'impulsion, ouais. Voilà, qui doit peut-être d'abord elle se former, se faire accompagner au niveau de la vision et comment elle veut transformer son entreprise, et après comment faire changer son top management, et après comment faire changer toutes les équipes. Voilà. Et c'est vrai qu'un industriel pourrait se poser la question, je sais pas, quand tu vends des pièces détachées pour l'industrie, quel est l'intérêt d'avoir une page Facebook, d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un compte Instagram? On peut se poser plein de questions. Et le bénéfice, il sera certainement pas à court terme, mais c'est de la réputation. On construit la réputation. Et les réseaux sociaux, là où ça peut paraître encore un mal nécessaire aujourd'hui, dans 10 ans, ce sera plus un mal nécessaire. Ce sera, si t'y es pas, si t'as pas développé ta communauté, je pense que tu le paieras. Comme aujourd'hui, ceux qui avaient des sites il y a 10 ans. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a un point
qui pour moi est très important. Et si des chefs d'entreprise nous écoutent, je pense qu'il faut se poser une question, c'est aujourd'hui, vous mettez une exigence hyper forte dans la qualité de vos produits, la qualité de vos recrutements, le discours du commercial, la qualité de la plaquette. Et à côté de ça, le site internet, parfois, il est totalement obsolète, il passe pas sur les mobiles, il n'est pas sécurisé, les photos sont moches, les dates, elles sont... Enfin voilà, tout le contenu est obsolète. Et il faut se poser une question, c'est-à-dire que votre futur acheteur, il va aller voir votre site internet. Et aujourd'hui, peut-être que d'avoir un beau site, ça va pas le faire convertir, mais d'en avoir un mauvais, peut-être ça va vous le faire perdre, ou en tout cas, vous n'allez pas gagner ce client. Je me souviens d'une discussion avec un client qui n'avait pas de site internet, et il m'a dit une fois, moi je crée un site internet parce qu'en fait j'ai perdu des appels d'offres, parce qu'en fait j'en avais pas, et les futurs acheteurs, en fait, ils pouvaient pas prendre de renseignements sur mon entreprise. Ils se rassurent, en fait. Ils se rassurent, voilà. Ils se rassurent. Et puis du coup, ça permet de voir aussi quel investissement est prêt à mettre cette entreprise-là dans son image. Parce que quand ton site est pas beau, je parle pas que d'esthétisme, mais quand ton site il est pas efficace, c'est pas très rassurant pour un futur acheteur. Complètement. Et déjà ça part mal, quoi. Et ton client, il te connaît. Ton client, il va jamais aller voir ton site internet, ou il s'en fout. Par contre, le prospect, lui, il va aller voir. Et donc déjà, la relation, elle part mal, quoi. Si déjà tu fais pas l'effort de soigner ton propre site internet, c'est comme si t'envoyais tes commerciaux avec des voitures d'il y a 20 ans, toutes cabossées, aller en clientèle. Pour moi, c'est un peu pareil. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Et donc justement, là on a traité donc la e-réputation, on a passé en revue un peu l'importance des réseaux sociaux, et donc justement on arrive sur la brique site internet, site internet donc qui a été le passage obligé, qui maintenant devrait être un acquis. Il y a quand même des pièges entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'ai eu le cas concrètement dans le cadre d'une de mes missions, d'un site internet d'une entreprise industrielle qui elle n'était pas encore forcément dans la transformation digitale. On a dû refaire le site intégralement, c'était quand même 1 an et demi de travail, un très gros site internet qui avait pour vocation d'être site vitrine, pas e-commerce, mais avec toute la gamme de produits, etc. Et moi ça m'a fait soulever le problème, je me suis dit mince, les gens ils font des sites web, et j'ai le cas encore là, aujourd'hui justement, tiens c'est marrant, j'ai eu ça, je crois que c'était hier j'ai reçu une story sur Instagram d'un ami qui me dit il y a ma sœur, elle cherchait une auto-école, alors je dirais pas où, et elle m'a dit, elle a entendu parler de cette auto-école là, il y avait le site, elle a été sur le site, elle est tombée sur ta tête, elle est tombée sur ton site pro à toi. Et moi je lui ai expliqué, je lui ai dit oui, parce que alors lui c'est un de mes tout premiers clients quand j'ai commencé à faire mes petits sites en 2013. C'était un petit site vitrine, et la personne là depuis 2013 a le même site avec codé, moi mon petit HTML, CSS, il n'y a même pas de PHP à l'époque, tout était en statique, je ne savais pas faire. Il m'a dit plusieurs fois mes tarifs ont changé, et là j'ai changé de serveur, j'ai pris un serveur un peu plus puissant, du coup j'ai transféré tous les sites, et lui j'ai dit je suis désolé pour lui, mais je vais devoir le couper parce que les tarifs ne sont plus les bons. Le site est d'une technologie tellement vieille, ça fait depuis 2013, donc ça fait 8 ans. Niveau référencement, c'est 0. Il n'y a même pas de balise H1, il n'y avait rien. Là, je rentre dans le technique, mais il n'y avait rien du tout. Donc je suis désolé, je suis obligé de le couper, quoi. Et en fait, la seule personne depuis que j'ai coupé ce site qui m'a fait la remarque, tiens, quand on va sur son site, on tombe sur ton site à toi, c'est une personne qui a été en direct parce qu'on lui a dit va sur le site de cette personne-là. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, personne ne s'est plaint que ce site d'auto-école-là renvoie vers une mauvaise page, parce que personne ne le trouve. Parce qu'il est tellement vieux, il est tellement pas plus au goût du jour. Donc j'ai contacté cette personne, j'ai dit voilà, il faut qu'on se mette au goût du jour, je vous refais un devis, ça vous coûterait tant, pas de son, pas d'image. L'hébergement gratos depuis 2013, j'ai dit au bout d'un moment, va falloir songer à changer, quoi. Mais de toute façon, ça aurait servi à rien de le laisser, parce qu'en plus, il donnait des tarifs qui n'étaient plus bons, qui dataient d'il y a 8 ans, enfin voilà. Donc, on est complètement là maintenant sur les dangers, entre guillemets, d'avoir un site internet et de pas le maintenir à jour. Donc, c'est là où, justement, je voulais aussi avoir ton retour là-dessus. On parlait tout à l'heure du référencement Google, qui, on va pas se le mentir, c'est aujourd'hui le passage obligé, par contre. L'optimisation d'un site, etc. Donc là, c'est un peu plus technique, on va pas rentrer dedans, mais voilà, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconiserais à quelqu'un qui dit mon cousin m'a fait mon site il y a 8 ans, et aujourd'hui, il y a personne qui va dessus. Pourquoi ?
Bonne question. Merci de l'avoir posée. Je pense que tu dois l'entendre. Moi, je l'entends. Oui, alors après... Tu dois forcément l'entendre. Après, les visites, c'est important. Après, il y a plusieurs cas de figure. Est-ce qu'on est en e-commerce, pas en e-commerce? Mais alors, c'est clair que sur le e-commerce, il y a deux gros leviers pour développer son chiffre d'affaires. Sur un site e-commerce, c'est il faut qu'il y ait des visites et il faut que ça convertisse. C'est-à-dire, les gens qui viennent sur le site, est-ce qu'ils transforment, est-ce qu'ils passent commande? Et les principaux leviers d'action pour un marketeur sur le digital, ça va être de travailler le trafic. Et le trafic, ça peut venir des réseaux sociaux, donc de la notoriété, ça peut venir de publicité même externe, radio, télé, etc. Et ça va venir de tout ce qui est campagne e-marketing. Et bien sûr du référencement naturel sur Google, comme tu dis, même si ça devient de plus en plus difficile, ou en tout cas la publicité prend un tel poids aujourd'hui sur Google. Faut pas oublier que Google se rémunère que par la pub. En regardant YouTube, on le sait. Voilà. Donc la pub, je vais pas dire qu'elle est indispensable, mais en tout cas, c'est important. Voilà. Donc premier levier, c'est le trafic, et le deuxième levier, c'est la conversion sur le site. Donc là, on va travailler tout ce qui va être ergonomie, UX, donc parcours client, optimisation du site. Est-ce que mon site est rapide? Est-ce que si je viens d'un mobile, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que je trouve facilement l'information? Si je suis sur une fiche produit, est-ce que j'ai suffisamment de photos de détail, suffisamment de contenu? Est-ce que j'ai des avis clients? Est-ce qu'ils sont bons? On va pas passer tout en vue, mais voilà. Donc c'est les deux gros leviers. Je dis souvent une chose à mes clients: si vous ouvrez un site internet, c'est pas la fin d'une aventure, c'est le début de l'aventure. Vous avez ouvert un bel hôtel, mais au milieu du désert. Donc maintenant, il faut créer les routes, il faut créer les accès, parce que votre site tout seul, tout beau, s'il n'y a pas la brique marketing derrière, donc s'il n'y a pas ces accès vers le site, votre site il sert à rien. Donc ton cousin, en tout cas lui qui a son site qui n'a pas de trafic, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le référencement a été bien travaillé? Est-ce que je fais de la publicité? Est-ce que j'ai travaillé mes réseaux sociaux? Il y a 1000 questions à se poser, et c'est là aussi où l'intervention d'un consultant, ou en tout cas de quelqu'un qui va faire une analyse complète de l'existant et un audit, peut s'avérer utile pour ensuite prendre les bonnes décisions et les bonnes orientations. Oui, parce que oui, comme tu dis, il n'y a pas que le référencement Google, il y a tout ce qu'il y a autour, et c'est ce qu'on disait au tout début, le fameux dynamisme qui a attendu, donc c'est-à-dire communiquer sur les réseaux sociaux pour amener du trafic sur le site, le référencement Google. Il y a aussi le référencement payant. Alors le référencement payant, est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que c'est quelque chose d'optionnel? À quel moment on se dit allez, j'achète des mots sur Google? Comment ça se passe? Je peux vous parler d'une expérience personnelle, puisque j'ai moi-même un site e-commerce que j'ai lancé il y a un peu plus de 2 ans, où je vends de la gelée royale sur internet. Le site s'appelle rucher-royal.fr. J'ai démarré la première année avec quasiment que de la pub. Donc pub Google, donc Google Ads. Pourquoi? Parce qu'en fait en SEO, en référencement naturel, j'étais pas très bien placé au départ, forcément, puisque le nom de domaine était récent, peu d'historique, peu de contenu, et je dépendais 100% de la pub. Deuxième année, j'ai baissé à 50%. Pourquoi? Mes premiers clients, après il faut les animer, c'est-à-dire je renvoie des emails, j'essaie de créer des offres auprès de ces clients-là, et puis le référencement naturel se développe. Troisième année, la pub ne pesait plus que 15 ou 20% de mon trafic. Voilà, donc moi en tout cas, ça m'a permis d'aller assez vite, de faire de la pub. Et je pense qu'en e-commerce, quand on se lance, c'est un passage obligé. Je peux vous parler d'une autre expérience, cette fois avec un client, qui est dans l'univers de la restauration et de la gastronomie, donc qui conçoit et qui livre des plats gastronomiques à domicile. On a amorcé, on a lancé le site, on a mis pas mal de publicité au début, mais tout l'enjeu a été d'essayer de créer un buzz positif autour des produits. C'est du culinaire, donc le culinaire, ça a l'avantage, c'est que ça se partage beaucoup. Quand on adore, on a envie de faire des photos, on a envie de le partager, et l'idée c'était de créer un petit effet boule de neige, un petit effet buzz, où maintenant en fait c'est les clients qui font notre propre marketing, c'est-à-dire c'est eux qui font les photos, c'est eux qui les partagent, et moi je le vois sur le trafic internet, le trafic il vient par la notoriété, c'est-à-dire que c'est même plus la pub aujourd'hui qui fait venir les gens, c'est vraiment c'est la marque qui est tapée. Qui est tapée dans les moteurs de recherche. Voilà. Et donc là, la pub, elle a amorcé quelque chose, elle a amorcé la pompe. Et maintenant, ça tourne tout seul. C'est les clients qui font notre marketing. Et ça, je trouve que c'est la réussite ultime, c'est quand tes clients, ils font ton marketing, quoi. Voilà. Après, il y a
il y a des a priori, il y a des idées reçues, je pense, qui mériteraient un podcast complet là-dessus, sur justement tout ce qui va être contenu de site internet, et puis surtout AdWords. AdWords, il faut dépenser des fortunes pour que ça marche. Enfin, j'en discute, parce que c'est vraiment un sujet qui commence vraiment à interloquer les gens. J'entends beaucoup parler maintenant de SEO. C'est vrai, enfin SEO, Search Engine Optimization, si je me trompe pas, et SEA qui était, rappelle-moi. C'est advertising, donc là on est sur l'aspect publicitaire pur. Ok, voilà. Et du coup, là aussi prise de conscience. Il y a une prise de conscience parce que sur des projets récents sur lesquels j'ai pu travailler, les gens me disaient ok, alors je veux un site, machin, tout ça. Par contre, le SEO, il faut vraiment que ce soit opti. Je veux dire, il y a 2-3 ans de ça, les gens ne m'en parlaient pas. Ils voulaient un beau site avec un peu de contenu et qui soit bien référencé. Ils ne savaient pas comment on le référençait. Donc, je veux dire, il y a ces aspects-là aussi techniques qui ont commencé à rentrer aussi dans la bouche des prospects et des clients. Donc, c'est qu'il y a une forme de prise de conscience. Et c'est justement là où toi, ton expérience et ton expertise, elle est vachement valorisée, quoi. Oui, et c'est là aussi où j'essaie d'apporter du conseil. C'est-à-dire que si je me plaçais juste comme un consultant e-marketing, donc SEA, eh ben, je vais dire aux clients, oui, il faut faire de la pub, absolument. Mais il m'arrive de dire à des clients, mais non, il ne faut pas faire de pub. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple simple. Vous lancez un business de vente de vêtements féminins sur Internet. Bon, vous allez vous retrouver en face de qui ? De Amazon, de La Redoute, de tous les gros acteurs du secteur. Vous voulez vous placer premier sur vente chemisier femmes, c'est impossible. Ce sera impossible en SEO. En pub, ça le sera, mais nécessitant des frais énormes. Voilà. Enfin, en SEA, pardon. Moi, je parle pour le SEA. Ouais. Toi, tu parlais du SEO. Autant pour moi. Bah, en SEO, ça va déjà coûter très cher, puisqu'en fait, on dit le SEO c'est gratuit, mais non, parce que derrière, il faut faire intervenir des gens. Ça va être de la rédaction de contenu, ça va être peut-être de l'achat de liens, de backlinks, de liens externes pour faire développer sa notoriété. Ça va être faire travailler des rédacteurs, voilà, donc ça va aussi coûter cher en prestations. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que conseil, je vais peut-être plutôt conseiller c'est quoi votre valeur ajoutée ? Vos vêtements, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur ajoutée sur laquelle on peut se positionner ? Est-ce que c'est peut-être, vous ciblez, je sais pas, la grande taille ? Vous ciblez le côté made in France ? Vous avez des matières, je dis n'importe quoi, du lin, qui sont un peu différenciantes, et il va falloir trouver un petit axe de différenciation, parce que vous êtes sur un marché qui est hyper concurrentiel. Donc comment vous vous différenciez ? Et c'est ça qu'on va travailler en référencement naturel et en pub. Dans ce cas de figure-là. L'autre cas de figure, c'est vous êtes sur un nouveau marché, et vos produits ne sont pas encore recherchés, puisqu'en fait, vous avez créé ou inventé un nouveau produit qui est aujourd'hui pas recherché, puisque personne ne le connaît. Donc là, c'est pareil. En référencement, vous allez être premier peut-être sur votre produit, mais personne ne le recherche, donc ça va faire zéro trafic. Donc là, on est plus dans un aspect notoriété. Alors. Exactement, notoriété, à quoi votre produit va servir. Voilà. Donc en fait, chaque projet est unique. Parfois, il faut mettre du référencement, parfois, il faut mettre de la pub, parfois, il faut développer la notoriété. Et c'est aussi pour ça que j'insiste un peu là-dessus, c'est que c'est important d'avoir cette dimension de conseil dès le début. Parce que si vous allez voir un expert SEO, il va vous vendre du SEO. Vous allez voir un expert en pub, il va vous vendre de la pub. Et s'il n'y a pas cette dimension un peu stratégie conseil en amont, ce ne sera pas les bonnes décisions derrière. Voilà. Et c'est ça que j'essaie de vendre à travers Projecteur, ce côté justement éclairage sur la stratégie. Oui, ne pas dépenser alors qu'on sait que c'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ouais. Et il y a des univers vraiment très concurrentiels. Là, je travaillais avec un client il n'y a pas longtemps sur le rachat de crédit. Les mots-clés, c'est 15, 20, 30 euros le clic. Donc derrière, faut pas se tromper, quoi. Faut pas se tromper. Et on peut travailler aussi d'autres stratégies qui peuvent être peut-être des fois plus locales. Je vais acheter des mots-clés que dans le Grand Est, ou un département, ou voire même une ville spécifique. Je me permets une parenthèse. Est-ce qu'on peut... Alors, je pense que certains connaissent. Est-ce qu'on peut rapidement, en une ou deux phrases, expliquer comment fonctionne le AdWords, justement, pour ceux qui connaissent pas, qui disent on achète des mots, comment ça ? Si j'achète, il m'appartient. Comment ça marche ? Et en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui Google Ads, Ads pour advertising, donc c'est tous les achats publicitaires qu'on peut faire sur Google, mais pas que Google. Si vous voulez faire de la publicité sur YouTube, il faut passer par la plateforme Google Ads. Si vous voulez faire de la pub dans Gmail, il faut passer par cette plateforme. Donc c'est une plateforme globale de publicité en ligne.
Voilà, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, il y a aussi du coup tout ce qui est social ads, donc là c'est plutôt Facebook, Instagram, faire de la pub sur Facebook, Instagram. Pour moi il y a 2 différences majeures. Google, Google vous l'utilisez tous au quotidien, Google je tape une recherche précise. Donc quand je fais de la pub sur Google, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que je vais pouvoir mettre une pub en face d'une recherche. Donc quelqu'un qui recherche du n'importe quoi, du savon Made in France, celui qui tape ça, si moi j'arrive avec ma pub de savon Made in France, c'est très pertinent. Par contre, celui qui tape savon, tout court, voilà, la recherche elle est très floue, très vaste, on ne sait pas s'il veut acheter un savon, s'il veut se laver, s'il veut... voilà. S'il veut le fabriquer... Ou... Mais en tout cas, la force de Google Ads, c'est que je peux placer une pub en face d'une recherche précise. Et là, c'est tout le travail du marketeur, donc celui qui va gérer les pubs Google Ads, d'aller chercher les bons mots-clés pour choisir ou pas d'afficher la pub. Je peux très bien dire, voilà, je veux que ma pub s'affiche que le lundi et le mardi, de 18h à 20h, parce que je sais que c'est à cette heure-ci que mon produit est recherché. Et ça va être plutôt sur mobile, pas sur ordinateur, un peu moins sur tablette. Voilà. Donc on peut filtrer les cibles. Exactement. Okay. Et ça, c'est un très bon moyen de faire des économies en termes de budget. Je vous donne un exemple, une astuce toute bête. Moi, je coupe quasiment systématiquement les pubs à 23h. Et je les fais redémarrer le matin à 6-7h du matin. Pourquoi ? Ça évite les clics un peu pourris de la nuit, qui font dépenser de l'argent, mais qui vont quasiment jamais convertir. Je vais mettre un jingle, les astuces d'Alain. Les astuces d'Alain. Ah ouais, ça peut faire l'objet d'un nouveau podcast. Non, mais voilà, c'est toutes des petites choses qui font qu'en fait, on parle beaucoup de coûts d'acquisition, c'est-à-dire je dois dépenser combien en pub pour aller chercher une vente ou aller chercher un lead. Et ce coût d'acquisition, il faut qu'il soit le plus bas possible. Et à un moment, le chef d'entreprise, il dit non, mais moi, ça me coûte trop cher la pub. Ou alors, non, là, je suis bien, je suis dans mon bon coût d'acquisition. Et toutes ces micro-optimisations, parce que c'est un travail de fourmi, il y a plein de petites choses à optimiser, c'est plein de petits curseurs à bouger, il faut le faire un peu tous les jours. Et au mieux je règle mes curseurs, au plus mon coût d'acquisition sera bas et au plus ma campagne sera optimale. Et au plus j'aurai envie de continuer aussi à faire de la pub. Voilà. Et donc dans les dépenses, si je comprends bien, c'est qu'en gros, on a un mot, on dit voilà, je vais me placer sur ce mot-là dans telle période, telle date, tel jour, à telle heure. Ce qui veut dire que si quelqu'un va cliquer sur le mot, si la valeur du mot vous 12 centimes, je serai débité de 12 centimes. Alors oui, c'est un système d'enchères, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et c'est là où Google est très malin, et toute sa fortune repose un peu là-dessus, c'est que si on est 10 à vendre le même produit et à vouloir être placé sur la même requête, et ben après c'est un peu à celui qui paye le plus cher. Okay. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle chez Google le quality score, c'est-à-dire quel est mon score de qualité de mon annonce et de mon site internet. C'est une note de 1 à 10 en fait, et ça on peut connaître sa note quand on fait une annonce, elle est un peu masquée mais on peut la connaître, ça va de 1 à 10, si j'ai une note de 10, je vais payer mon annonce, enfin mon clic, moins cher que celui qui a une note de 1 par exemple. Okay. Mais ça va de 0 à plus 400% le prix. Donc celui qui paye 1 euro le mot-clic, 1 euro l'enchère sur le mot-clé, qui a 1 sur 10, celui qui a 10 sur 10, il va peut-être le payer 10 centimes le clic. Donc là ça peut tout changer au niveau du coût d'acquisition. Voilà. Ok. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système d'enchères. Je te remercie Alain d'avoir pu nous éclairer là-dessus. C'est vrai que c'est important parce que c'est quelque chose qu'on parle aussi pas mal, SEO, SEA. Ouais. Le SEO, comme je te disais, t'es rentré un peu dans les mœurs maintenant, mais le SEA, ça reste quand même une nébuleuse pour certains. Quand ils disent ouais, il faut que je mette quel budget. Donc maintenant, au moins, ça permet de comprendre un peu mieux le fonctionnement pour savoir, ok, est-ce que moi j'ai envie de risquer tel budget, ou plutôt tel budget. Et je pense qu'à mon avis, moi je t'ai vu travailler avec une personne de mon entourage. Concrètement, si j'ai bien compris, tu lui as dit voilà, quel est le coût max à dépenser pour que si j'ai une transformation, ce soit rentable. Ouais. Et en gros, c'est ce qui a défini le budget de la personne, quoi. Oui, je pose souvent une question aux chefs d'entreprise, ils veulent pas toujours me répondre, mais c'est combien vous êtes prêt à payer en publicité pour acquérir ce client ou aller chercher cette vente. Voilà. Et ça peut être très variable, parce que si je vends un produit à 15 euros sur Internet, je vais être prêt à payer peut-être 1 euro, 2 euros grand maximum en pub pour aller chercher cette vente à 15 euros. Par contre, si j'ai un panier moyen de 100, 150, 200 euros, je suis prêt à mettre un petit peu plus. Oui. Ou en B2B, quand on vend des services à forte valeur ajoutée, je parle d'assurance, de crédit, si derrière j'ai un contrat à 3 000, 5 000 euros, je vais être prêt peut-être à dépenser 300, 400 euros. Tout à fait. Voilà.
Donc ce critère-là, il est hyper important pour celui qui fait du marketing, c'est combien je suis prêt à dépenser en publicité pour acquérir cette vente ou acquérir ce lead. Voilà, donc là, c'est la question à vous poser si demain, quand vous allez travailler avec Alain, il vous posera cette question, vous aurez entendu le podcast de Logan, vous direz Alain, j'ai préparé et je suis prêt à mettre tant. Voilà. Et moi après je vous dirai oui, c'est possible ou non. Ou non. Alors c'est pas si simple que ça parce que bien souvent il faut passer par du test et il faut aussi s'acharner un petit peu. C'est-à-dire que faut pas baisser les bras au bout d'un mois. Parce que au début on est obligé d'aller explorer large. C'est-à-dire je sais pas forcément tout de suite quels sont les mots-clés qui vont marcher. Il y en a qui vont coûter cher, ils vont pas marcher et puis il vaut mieux dépenser au début pour aller brasser un peu large et dans ce brassin, essayer d'identifier les mots-clés qui marchent. Si au début, j'y vais un peu petit bras, je mets pas trop de budget, et c'est souvent ce qui se passe, hein. Je mets pas trop de budget, je veux tester, mais voilà, à coup sûr, ça va pas marcher. Ok, bah au moins là, les choses sont beaucoup plus claires sur justement toute cette notion de SEA. Mais du coup, ça emmène à une autre réflexion que tu me faisais tout à l'heure. Oui. Oui, bah, tout à fait. Bah, avec le Covid, on a vu que les commerces de proximité ont fermé, donc c'est le commerce à distance qui a pris le relais. Et moi, j'ai envie un peu qu'on se pose une autre question, c'est de se dire, demain, et si c'était tout le commerce à distance qui fermait, parce que le virus, il sera plus dans notre gorge, mais il sera virtuel, une attaque virale qui fait qu'on a une coupure mondiale d'Internet. Si vous vendez qu'en ligne, finalement, ce sera le même problème, mais à l'envers. Donc tout ça pour dire quoi ? Que finalement, il ne faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, pouvoir avoir à la fois du business de proximité et à la fois du business à distance, ça me semble être quand même une stratégie de long terme plutôt bénéfique. Voilà, sujet de réflexion comme ça. C'est bien, c'est ça qui est intéressant. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent dans leur voiture, ils vont y réfléchir. J'espère, peut-être. Hein, c'est vrai qu'on fonce dès qu'il y a un problème, cette faculté à foncer droit vers une solution sans penser aux conséquences si jamais on a un problème opposé. Quoi. C'est un peu ça. Attention au coup de barre aussi à 180 degrés où on change de stratégie comme ça du jour au lendemain en se disant voilà, maintenant il faut faire que du numérique. Ok, je travaille dans le numérique, mais faites attention aussi. C'est-à-dire ne pas oublier son cœur de métier, ne pas oublier... Demain, il n'y a plus Internet pour X raisons. Des virus, il y en a eu. Des attaques virales, il y en a de plus en plus. Le commerce de proximité, il joue aussi son rôle. Mais il est sûrement à réinventer, par contre. Alain, merci. Logan, merci à toi. Écoute, tu m'as dit un truc en début, avant de commencer l'enregistrement de podcast, et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc tu vas être le premier, je vais te baptiser avec ça. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as suggéré de poser une question à l'invité qui serait la même question que je pose à chaque invité. Et donc, tu vas être le premier aïe, aïe, aïe. à inaugurer cette question. Donc, j'y réfléchis tout à l'heure, là, quand tu étais en train de nous faire les explications SEA. Et je vais te poser la question, qu'est-ce que tu aimes vraiment le plus dans ton métier ? Très bonne question, Logan, merci de l'avoir posée, une fois de plus. Merci d'avoir mis le doigt dessus. Qu'est-ce que je préfère dans mon métier ? Il y a vraiment beaucoup de choses. Je dirais que j'ai une nature assez curieuse et je m'intéresse à plein de choses. Et j'ai toujours été un petit peu frustré de travailler en entreprise, d'être salarié. C'est que finalement, on travaille en profondeur, mais qu'un seul sujet. Je prends l'exemple de Decathlon, j'étais dans le sport, voilà, je bouffais du sport à fond, mais je pouvais pas m'intéresser à d'autres sujets. Là, ce que je préfère, c'est ça, c'est la diversité des sujets. Je prends quelques exemples. Là, j'ai pu travailler récemment pour un pasteur qui se met dans le digital, qui fait des interviews, des podcasts, des vidéos, donc qui a besoin d'un site internet pour relayer tout ça. Donc j'ai pu lui faire son site internet et l'accompagner. Ça va vers des sujets qui n'ont vraiment rien à voir, vers du BDSM par exemple, jusqu'à... je sais pas moi, de l'industrie, en passant par... Tout est digitalisable. Hein. Tout est digitalisable, voilà. Et ce qui me plaît, c'est aussi, j'ai l'impression d'apprendre avec mes clients, d'apprendre découvrir leurs produits, de pouvoir les tester parfois. Dans la restauration avec un client, voilà, j'ai eu l'occasion de découvrir des bons petits plats et des bonnes bouteilles aussi. Voilà, c'est cette diversité-là qui me plaît le plus aujourd'hui. Intéressant, ouais, c'est vrai, je partage complètement ton sentiment. Pour moi, je suis plus placé maintenant sur du dev plutôt que du site internet, mais je suis passé par la case site internet et c'est vrai que c'était aussi quelque chose que j'appréciais, le côté humain. On a affaire à des clients, on a pu affaire à des responsables, des managers, des choses comme ça, donc c'est pas les mêmes rapports.
Donc il y a ce côté humain qui est plaisant, et comme tu dis, et puis surtout la diversité. C'est vrai de pouvoir s'intéresser à plein de sujets. On en apprend en fait. Oui. On en apprend autant qu'on peut en apprendre aux gens, quoi. Oui, et je dirais aussi une chose, c'est que quand on parle des entreprises, on retient souvent des très grosses entreprises, grande distribution, grandes industries, ou des gens de l'agroalimentaire, des Nestlé, des Danone, voilà, on retient quand même des très belles boîtes comme ça. Mais par contre, des petites PME très spécialisées, et je trouve que dans les Vosges, pour le coup, il y en a beaucoup. Je suis agréablement surpris depuis maintenant 3 ans que je suis rentré dans les Vosges de découvrir finalement plein de petites pépites, mais qui sont un peu planquées. Certaines n'ont pas de site internet. Justement, il y a un peu ce côté, je sais pas si c'est vivons heureux, vivons cachés, mais je trouve ça dommage que finalement ces entreprises-là aient pas plus de visibilité, parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles PME très spécialisées. Je dirais qu'il y a un manque d'information quand même, et puis enfin il y a beaucoup de choses, mais oui, on est une belle région, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup Alain, merci énormément pour ton temps, c'est un podcast qui me tenait à cœur et ça me fait super plaisir d'avoir pu c'était un plaisir de le faire avec toi aussi. Et donc comme tous les autres podcasts, notamment ceux qui sont sur YouTube, très bientôt ils vont arriver sur les plateformes Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Mais sur YouTube je mets les coordonnées des personnes, donc vous aurez les coordonnées d'Alain si vous avez des besoins spécifiques pour revoir votre stratégie, étudier le SEO de votre site internet. Enfin, il est de très très bons conseils. Pour avoir eu la chance d'avoir travaillé sur des dossiers avec lui, c'est vraiment quelqu'un que je recommande, et c'est la raison pour laquelle je trouvais que c'était vraiment la personne la plus compétente pour vraiment échanger sur tous ces sujets. Merci beaucoup Alain. Merci à toi Logan. Merci à vous tous, à ceux qui écoutent, qui soutiennent. C'est toujours un plaisir. Là, c'est le 3e podcast officiellement, même si c'est l'épisode 2. Mais sur les 2 premiers podcasts, ils ont été super bien reçus. Je tenais à remercier énormément tous ceux qui m'envoient des messages privés, qui me contactent là-dessus, et qui surtout sont contents d'apprendre des choses qui vont leur servir. Donc merci à tous. Et je vous dis au mois prochain, pour le podcast du mois prochain. Qui va être d'ailleurs, je te le tease, alors là c'est une exclue, parce que ça c'est validé. Je vais avoir la chance d'avoir pour inviter une personne qui a un concept de communication responsable et bienveillante. Waouh, ça promet. Voilà, donc qui est basée en Alsace et qui est une personne que je connais depuis très très longtemps, qui a développé ce concept, et je trouve ça super intéressant. Voilà, à bientôt. À bientôt.